Cette vidéo de très mauvaise qualité en raison de son ancienneté nous montre le roi Léopold II de Belgique visitant des célébrations coloniales à Anvers. C'était à l'occasion de l'annexion du Congo par la Belgique en 1909. Maintenant, si vous n'êtes pas un grand amateur d'histoire coloniale, cela peut vous sembler un peu étrange, car pour la plupart des gens, le Congo était une colonie belge depuis bien plus longtemps. Mais vous auriez tort. Le Congo était la colonie personnelle du roi lui-même, Léopold. Celle-ci n'ayant été transférée à la Belgique en tant que nation qu'en 1909, à cause d'un scandale public concernant la brutalité de son règne sur les populations locales. Je veux dire, imaginez à quel point cela devait être grave pour que cela devienne un problème, même à l'époque. J'ai lu un livre à ce sujet récemment, Le fantôme de Léopold. Il met vraiment en lumière l'horreur du Congo belge. La vérité, c'est que Léopold, d'origine allemande, n'a jamais semblé aimer être seulement le roi de la Belgique. Il considérait que c'était un pays trop petit, et il avait de plus grandes ambitions. Et c'est pourquoi il a fini par faire de l'exploration et de la cartographie du bassin du Congo le projet de sa vie, afin d'y établir une colonie, et, en fait, une nouvelle nation. Mais bien avant qu'il ne pose des yeux sur le Congo, il était déjà obsédé par l'idée d'acquérir une autre partie du monde, qui ferait de lui un roi de quelque chose de plus grand que la Belgique. Il croyait que pour qu'un pays soit grand, fort et riche, il devait aussi posséder des terres outre-mer, et c'était son objectif. Il a écrit un jour que la Belgique avait besoin de ses propres colonies, pour être calme et prospère en Europe, voulant imiter les Pays-Bas voisins et leur empire commercial colonial extrêmement prospère. Mais il y avait un problème majeur qui se dressait sur son chemin. Le Parlement belge et le public belge n'avaient pratiquement aucun intérêt à fonder un empire d'outre-mer. Ils avaient déjà assez de problèmes chez eux. Et ils considéraient les colonies comme un énorme gaspillage d'argent, qui entraînerait leur petit pays dans des conflits mondiaux dangereux. Puisque son propre gouvernement refusait de dépenser de l'argent pour conquérir de nouvelles terres, Léopold a donc décidé qu'il devrait tout simplement aller chercher une colonie lui-même, en utilisant son propre argent, des prêts privés, de la manipulation, et beaucoup d'accords secrets. Il s'est rendu à Séville, où il est resté un moment, consultant les archives du gigantesque empire espagnol. Il a commencé à dépiller des cartes, à examiner les possessions d'autres nations outre-mer, et à contacter ses collègues princes et rois, essayant littéralement de les leur acheter. Sa cible favorite pendant des années a été les Philippines. Dans les années 1860, l'Espagne, qui possédait l'archipel, traversait des difficultés financières. Leur empire était en train de s'effondrer un peu, et leur emprise sur les territoires lointains devenait très difficile. Alors Léopold y a vu une opportunité. Il a demandé à l'ambassadeur belge à Madrid de demander discrètement à la reine Isabelle II d'Espagne si elle serait disposée à vendre ou à céder les Philippines à la Belgique. C'est en fait une histoire intéressante. L'ambassadeur trouvait l'idée complètement folle, alors il a tout simplement ignoré l'ordre. Léopold était furieux lorsqu'il l'a appris, alors il a renvoyé l'ambassadeur et a fait venir un nouveau diplomate qui ferait réellement ce qu'il lui demandait, peu importe à quel point la demande pouvait sembler folle. Mais le premier ambassadeur avait raison, car l'Espagne a complètement refusé l'idée. Quelques années plus tard, en 1868, l'Espagne a traversé une révolution qui a chassé la reine, Isabelle II, du trône. Le nouveau gouvernement espagnol était encore plus fauché et avait désespérément besoin d'argent. Alors Léopold a vu une autre occasion d'essayer de relancer son plan. Il voulait acheter les Philippines. Il a misé des millions de francs de sa propre poche et a commencé à faire le tour des grandes banques de Londres et de Paris pour obtenir des prêts privés afin de couvrir le reste du prix d'achat. Mais les banques ont examiné son offre et se sont rendues compte que le gouvernement belge ne le soutenait pas du tout. Donc sans l'appui d'un véritable État, les banquiers ont jugé que c'était trop risqué et ont refusé de leur prêter de l'argent. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent
que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. Et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré. Le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Et le rachat s'est effondré. Quand l'achat des îles a échoué, Léopold a en fait tenté une ruse. Il a imaginé un plan étrange pour faire croire que les Philippines allaient devenir indépendantes. Mais en plaçant un dirigeant belge au sommet et en laissant une société privée belge gérer l'économie et l'administration. C'est essentiellement ce qu'il a fini par faire plus tard avec le Congo, en créant une fausse association de prétendus États indigènes libres. Il a même prétendu que son organisation les aiderait à échapper à la terrible traite arabe des esclaves, et à les civiliser et les christianiser. Mais ce n'était qu'une façade et une exploitation massive des ressources et des populations. Il a passé des années à envoyer des gens à Madrid pour promouvoir ce projet de concession privée. S'il avait réussi, ce vaste archipel asiatique aurait été gouverné directement depuis Bruxelles, géré presque comme un domaine royal privé belge. Les entreprises belges auraient installé d'immenses plantations à travers l'Asie du Sud-Est. Elles auraient commercé davantage avec d'autres puissances asiatiques et d'autres empires coloniaux de la région. Et la Belgique se serait retrouvée au cœur de toutes les grandes routes commerciales du Pacifique, ainsi que des guerres d'Asie de l'Est qui ont suivi. Mais après avoir échoué ici encore une fois, sa frénésie d'achat ne s'est pas arrêtée. Il s'est mis à chercher dans toute l'Asie et le Pacifique. Il s'est intéressé de très près à Formose, l'actuel Taïwan. Il savait que la dynastie Qing avait une emprise assez faible sur l'île, et les puissances européennes grignotaient en quelque sorte la souveraineté chinoise. Alors Léopold a exploré la possibilité d'acquérir Formose, ou d'y établir une concession commerciale privée. Mais les Chinois ont refusé. À peu près à la même époque, il a jeté son dévolu sur la Nouvelle-Guinée. La moitié occidentale de l'île était revendiquée par les Néerlandais, mais la moitié orientale n'était pas encore colonisée par l'Europe. Elle est ensuite devenue allemande, puis britannique, et donc il a de nouveau échoué là-bas. Il a même essayé d'intervenir et de s'emparer du nord de Bornéo, lorsque des hommes d'affaires américains et britanniques ont acquis des concessions de terre auprès des sultans de Brunei et de Soulou dans les années 1870. Léopold a activement essayé de racheter ses concessions privées aux Américains et aux Britanniques pour former une sorte de territoire contrôlé par la Belgique, mais ils n'ont pas vendu. En plus de cela, il s'est tourné vers l'Afrique de l'Est, en ciblant spécifiquement le Mozambique portugais. Considérant le Portugal comme une puissance en faillite et en déclin, Léopold a fait quelques démarches pour essayer d'acheter ou de louer des terres là-bas, et tenter de prendre le contrôle de l'administration de certains ports. Il a proposé de rembourser une partie de la dette nationale portugaise en échange, mais les Portugais ont également refusé. Après avoir échoué en Asie puis dans un premier temps en Afrique, Léopold a tourné son regard vers un nouveau continent, l'Amérique du Sud. Il s'est spécifiquement intéressé à l'achat de très vastes étendues de terre en Argentine. Le gouvernement argentin était en fait très désireux d'attirer des colons européens et de l'argent étranger. Ils en avaient besoin pour développer leur pays, et Léopold a vu là une occasion à saisir.
Il a essayé de créer une société privée pour acheter d'immenses parcelles de terres agricoles et de pâturage à travers les pampas argentines. L'idée était d'en faire un centre agricole belge exclusif, qui enverrait du grain et du bétail bon marché en Europe. Mais comme pour ses autres projets, l'argent ne suffisait tout simplement pas sans le soutien financier direct du gouvernement belge. Et la résistance politique en Argentine a également un peu stoppé le projet avant qu'il ne puisse acheter de terre. Et il passait vraiment d'une option à l'autre, parce que après avoir échoué en Argentine, il a essayé d'acheter Cuba, un autre territoire de grande valeur détenu par l'Espagne. Il savait que la couronne espagnole était toujours noyée dans les dettes. Alors il a essayé d'intervenir, de négocier un rachat ou une sorte de bail à long terme sur ses plantations de sucre. Son père, Léopold Ier, avait en fait un plan similaire quelques années plus tôt. Donc il a en quelque sorte repris l'idée dans le cadre d'une stratégie pour étendre le pays. Mais l'Espagne a refusé de céder l'île. Ils étaient endettés, mais ils savaient aussi combien d'argent rapportaient les plantations de sucre. Alors ils ont dit non. Et d'autres grandes puissances comme la Grande-Bretagne et les États-Unis ont également clairement indiqué qu'ils n'autoriseraient pas un nouveau roi européen à acheter un territoire aussi proche du continent. Alors il s'est tourné vers l'Amérique centrale. Il a essayé de relancer ce genre d'ancienne colonie belge, qui avait été établie au Guatemala dans les années 1840. Elle avait été abandonnée au début, mais il a essayé de la relancer en achetant des terres. Les Guatémaltèques ont refusé, et il a échoué une fois de plus. Il semble vraiment qu'à chaque fois qu'un gouvernement étranger s'endettait ou traversait une crise politique, Léopold était là, en arrière-plan, frappant à la porte, essayant de voir s'il pouvait se faire une place à coups d'argent et acquérir une partie de leur territoire. Mais à chaque fois il échouait, soit parce que les propriétaires refusaient de vendre, soit parce que d'autres puissances s'interposaient, soit parce que Léopold ne pouvait pas fournir assez de capital lui-même. Les créanciers refusaient de soutenir cette entreprise insensée sans l'appui du gouvernement belge, qu'il n'avait pas. Et ainsi, on se fait une idée de l'empire colonial très différent que la Belgique aurait pu avoir. Soit en n'ayant pas le Congo et en possédant l'un de ses autres territoires, soit en les ayant tous. Je pense que s'il avait réussi dans l'un d'eux, il aurait été inspiré à continuer d'acheter d'autres terres, et on aurait pu avoir la Belgique comme une des grandes puissances coloniales de l'histoire. Mais cela ne s'est pas produit. Ils n'ont eu que le Congo, où il a finalement réussi. Je pense que parcourir cette liste change aussi notre façon de voir cette partie de l'histoire coloniale. Les gens pensent généralement à Léopold, et ensuite à la prise de contrôle du Congo par la Belgique, comme une manœuvre soigneusement planifiée, centrée sur l'Afrique centrale dès le début, mais ce n'était pas le cas. Le Congo s'est en fait retrouvé à être une sorte de plan de secours. Il n'a porté toute son attention sur l'Afrique qu'après l'échec de toutes ses autres tentatives en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Sud. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter une colonie déjà développée et contrôlée par une autre nation européenne. Il a dû trouver une stratégie complètement différente. C'est ce que j'ai mentionné plus tôt avec l'adaptation de la stratégie de fausse indépendance qu'il avait pour les Philippines. C'est vraiment assez impressionnant qu'il ait réussi à faire cela, mais c'est aussi un peu effrayant vu à quel point c'était atroce. Au Congo, il ne pouvait pas utiliser une force militaire régulière, et il ne pouvait pas utiliser le trésor public de son pays. Alors il a créé une fausse association caritative. En 1876, il a créé une organisation privée, appelée l'Association internationale africaine. Il l'a présentée au monde comme une sorte de groupe scientifique et philanthropique, destiné à cartographier l'Afrique centrale, mettre fin à la traite arabe des esclaves, et apporter une aide humanitaire à la région, ainsi que la conversion au christianisme. C'était une façade. Il a engagé le célèbre explorateur Henry Morton Stanley pour se rendre dans le bassin du Congo et signer des centaines de traités avec des chefs africains locaux qui n'avaient aucun moyen réel de comprendre ce que signifiaient réellement les documents juridiques européens. Ils ont été trompés et poussés à abandonner leurs terres et leurs droits. Puis, lors de la conférence de Berlin, et à plusieurs reprises avant cela, Léopold a utilisé ses incroyables talents diplomatiques pour convaincre les grandes puissances d'Europe et des États-Unis qu'il n'était qu'un roi généreux et pacifique, soucieux du bien-être des populations africaines. Les États-Unis l'ont même qualifié de plus grand humanitaire de l'époque, et ils ont accepté la souveraineté de l'association sur le territoire, grâce aux promesses d'abolir l'esclavage et d'établir une zone de libre-échange. Aucune de ces choses n'est arrivée. Tout le monde a cru en mensonge et lui a donné un contrôle personnel total sur un territoire 76 fois plus grand que la Belgique. On l'a appelé l'État indépendant du Congo, et ce n'était pas du tout une colonie de la Belgique. C'était la propriété privée personnelle de cet homme. Toutes les ruses qu'il avait utilisées lorsqu'il essayait d'acheter les Philippines, Bornéo et Formose,
en utilisant des sociétés de portefeuille privés, en créant des sociétés écrans, en engageant des agents personnels, et en essayant de contourner son propre gouvernement, ont été utilisés pour s'emparer du Congo et le diriger. C'est le processus de mise en place de cet immense empire colonial raté qui lui a en fait permis de réussir ici. Et plus tard, parce qu'il était à court d'argent pour lancer le projet et ne pouvait pas compter sur les fonds du gouvernement belge, il a mis en place un système d'exploitation totalement brutal pour rembourser ses dettes et s'enrichir. À un moment donné, il a même obtenu un énorme prêt du gouvernement belge, promettant que l'État hériterait de la colonie après sa mort, mais c'est surtout l'exploitation du Congo qui a tout financé. Ils ont dépouillé les terres de leur ivoire, puis de leur caoutchouc. Ils ont créé une armée privée de mercenaires, appelée la Force Publique, qui imposait des quotas très stricts aux villages locaux, et qui était en fait composée de villageois qu'ils recrutaient eux-mêmes. Ce niveau d'exploitation est quelque chose qui selon moi aurait pu se produire, ou du moins aurait pu arriver, dans toutes ces autres colonies qu'il a tenté d'établir aussi. C'est étrange de penser à quel point l'histoire mondiale aurait changé s'il avait réussi dans l'une ou l'ensemble de ses tentatives. Pour être juste, je pense qu'elles ont été appliquées d'une manière similaire, dans une certaine mesure, par d'autres puissances européennes. Je veux dire, l'historien Adam Hochschild souligne que les idées de Léopold sur la gestion d'une colonie étaient largement copiées du système néerlandais sévère à Java, où le travail forcé était utilisé pour vider l'île de ses richesses. Léopold voulait reproduire ce modèle très rentable partout où il allait. Il l'a même écrit dans une lettre, affirmant qu'il croyait que le travail forcé était la seule façon réellement rentable de gérer une colonie, et de faire travailler les indigènes paresseux. Donc s'il avait pris le contrôle des Philippines, de Formose ou de Bornéo, il aurait probablement mis en place les mêmes monopoles privés impitoyables et les mêmes systèmes de travail forcé là-bas. Au lieu de cela, l'échec de l'achat de ces autres terres les a poussés vers l'Afrique centrale. Il a effectivement extrait beaucoup de richesses du Congo, et avec une partie de cet argent, il a construit d'immenses monuments publics dans son pays. En Belgique, on l'appelle parfois le roi bâtisseur. Finalement, l'horreur du Congo est devenue trop grande pour être cachée. Des missionnaires, d'anciens employés et des diplomates étrangers ont révélé la véritable nature du faux état philanthropique de Léopold. Des photos et des rapports ont déclenché ce qu'on pourrait appeler la première campagne mondiale pour les droits de l'homme. Des écrivains célèbres comme Mark Twain et Arthur Conan Doyle ont par exemple écrit des textes très critiques à l'encontre du roi. Le scandale international est devenu si grave et l'indignation publique était si forte, même à l'époque, que le Parlement belge a finalement dû intervenir. En 1908, juste un an avant sa mort, ils l'ont forcé à abandonner sa propriété personnelle du Congo et à le remettre au pays en tant que colonie officielle. Mais ils lui ont versé des millions de francs pour lui racheter le Congo. Avant de remettre, pour ainsi dire, les clés, Léopold a brûlé toutes les archives de l'État indépendant du Congo, disant à ses assistants qu'ils n'avaient pas le droit de savoir ce qu'il y avait fait. Et ce qu'il aurait fait dans tant d'autres endroits du monde si ses plans pour un empire colonial plus grand, ou du moins différent, avaient réussi.